Alors, premier argument, première composante, si l'on veut s'affranchir des gaz à effet de serre, il faut dire adieu au pétrole. L'urgence climatique est là, donc il faut avoir des énergies propres, sans gaz à effet de serre, donc essentiellement de l'énergie renouvelable, qui sont abondantes. Au fond, le soleil nous donne beaucoup d'énergie, beaucoup plus que ce dont nous avons besoin, mais il faut de l'espace pour le recueillir. À partir de là, essentiellement, les deux vecteurs actuels, c'est les éoliennes, soit terrestres, soit offshore, et les panneaux photovoltaïques. Et pour récupérer cette énergie, il faut de l'espace, soit sur Terre, soit au bord des océans, le offshore ou le farshore. Alors, évidemment, on rentre en concurrence avec les autres usages du territoire. Par exemple, dans un pays comme la France, les éoliennes terrestres suscitent beaucoup de protestations. Bien sûr, ça a des inconvénients pour les agriculteurs, mais pas seulement. Les habitants ne veulent pas des éoliennes trop proches. Et puis plus généralement, le paysage est détruit. Donc ce n'est pas seulement l'agriculture, mais plus largement, tous les usages du territoire rentrent en concurrence avec les énergies renouvelables. Mais c'est pareil pour l'océan. Si vous installez par exemple à Saint-Brieuc des éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc, tous les pêcheurs vont dire « mais alors qu'est-ce qu'on fait avec nos coquillages ?» les fameuses coquilles Saint-Jacques, les meilleures du monde, disent les pêcheurs. Donc vous avez une coalition entre les pêcheurs et les écologistes de la région pour dire pas d'éoliennes. Et là, vous voyez bien le conflit. Ces éoliennes offshore sont peut-être l'avenir en Mauritanie, au Maroc, en Australie, en Californie aussi, l'énorme projet de Joe Biden qui permet d'avoir à peu près toute l'énergie de la Californie peut être produite par ces éoliennes offshore. Et vous voyez bien qu'un pays comme la France, qui a le deuxième territoire maritime du monde, d'abord avec notre façade maritime, mais aussi avec tous les confettis de notre empire autrefois, nous avons un espace maritime énorme et donc on a des possibilités d'avoir de l'énergie. Mais donc il faut étudier la compatibilité de ces nouvelles énergies renouvelables avec les usages pour les pêcheurs et pour les agriculteurs. Il est faible. Il est faible. Pour le moment, il est faible. Je dirais que les éoliennes, c'est presque critiqué plus par les urbains qui ont des résidences secondaires que par les agriculteurs. Les éoliennes, souvent, elles sont financées vous avez un champ et vous offrez l'entreprise qui veut implanter sur votre champ une ou plusieurs éoliennes, va vous financer. C'est un peu comme l'énergie atomique en France qui s'est implantée en trouvant des solutions fiscales. C'est un peu la même chose en France. Des éoliennes s'implantent, mais c'est plus les habitants et pas seulement les agriculteurs. En revanche, les panneaux photovoltaïques, ça peut être un désastre. Parce que pour le moment, les panneaux photovoltaïques ne permettent pas de rendre compatible l'agriculture et la production d'énergie. Peut-être demain, avec des panneaux qui seront orientés plus intelligemment et surtout des panneaux transparents, on pourra rendre plus compatible l'agriculture et la production d'énergie. Et puis j'ajoute que probablement demain, de nouvelles surfaces vont être utilisées. Les toits, peut-être les routes, les parkings. Et donc les capacités d'utiliser les panneaux solaires et peut-être demain les éoliennes offshore vont rendre possible une cohabitation entre l'agriculture et la production d'énergie. Mais n'oublions pas que c'est ancien. Quand Disney World s'est installé près de Paris, il y a eu beaucoup de protestations. Il y avait des terrains agricoles du côté de Marne-la-Vallée et donc on voulait s'opposer à Disney. Et puis plus récemment, il y a eu la grande bataille à propos de l'aéroport de Nantes. Et elle a été perdue finalement. Le gouvernement voulait faire un aéroport et on a pris prétexte que c'était des terres arables et on a repoussé le projet d'aéroport. Et plus récemment, ces derniers mois, il y avait un projet de loisirs, de grands centres de loisirs et de consommation au nord de Paris, vers Gonesse.
Et là aussi, le projet est bloqué. Donc vous voyez, il va y avoir une guerre des territoires. Alors l'énergie, mais aussi la mobilité, rentrent en conflit avec l'usage du territoire. Au fond, l'espace est rare. Il est même rare au bord de la mer, mais il est rare surtout sur des territoires, notamment dans les pays les plus développés. Alors c'est probablement moins vrai au Maroc, en Australie, en Afrique, mais il faut vraiment qu'il y ait une optimisation, une réflexion pour ne pas aggraver justement le problème mondial de nutrition. C'est une réflexion qu'il faut... Le principe est posé, maintenant il faut faire des calculs. On vient de faire récemment des calculs, je ne sais pas s'ils sont très fiables, mais on a fait des calculs sur ce qu'on appelle l'anthropomasse, c'est-à-dire la production par les hommes de tout ce qu'ils produisent comme masse inerte. Le béton, les agrégats, les métaux, les briques. On s'est aperçu récemment que cette petite masse de biomasse que représente l'humain a produit sur la Terre une anthropomasse inerte plus importante que la biomasse. Et on a également l'inquiétude, la crainte, l'angoisse que cette anthropomasse, donc les masses inertes, croissent très vite, qu'il y en ait 3 fois plus. Alors que c'était 3% au début du XXe siècle, aujourd'hui c'est plus que la biomasse, et peut-être dans 30 ans ce sera 3 fois plus. Donc nous sommes une espèce, l'espèce humaine est une espèce qui produit une masse inerte encombrante. Alors il faut calculer. On a des moyens de cartographier la Terre, de vérifier ce que va devenir notre... Imaginons par exemple que les Chinois développent un système routier et autoroutier comparable à celui des États-Unis. C'est vraiment très encombrant. Ma thèse, c'est que l'homme est encombrant et notre espace est limité. Merci à toi.